Bon, on était rendu à la dysphagie, puis de dire que ça a vraiment un impact vraiment important pour les patients qui souffrent de dénutrition. Alors, on sait que la dysphagie, c'est quelque chose qui est présent souvent chez les patients qui ont fait un AVC, mais selon M. Voyer, docteur Voyer, je devrais dire, 30 à 45% des patients qui ont fait un AVC vont souffrir de dysphagie et donc vont être à très, très haut risque de faire de la dénutrition. C'est énorme. Mais regardez les patients avec le Parkinson. On va le voir quand on va faire Parkinson, que c'est une des grosses problématiques du Parkinson, la dénutrition. Mais 50% des patients qui ont le Parkinson vont souffrir de dysphagie. Mais là, on parle d'un patient qui, en plus que mécaniquement, il a de la difficulté à s'alimenter parce que la nourriture a de la difficulté à se rendre à sa bouche à cause des tremblements. En plus de ça, 50% de ces patients-là souffrent de dysphagie, ont de la difficulté à avaler. Donc, vous pouvez vous imaginer que la dénutrition chez les patients qui ont le Parkinson, ça va être énorme. Euh, Qu'est-ce que ça a l'air un patient qui souffre de dysphagie? Puis vous allez l'avoir vu en laboratoire parce que quand vous allez voir ces capsules-là, les laboratoires vont être terminés. Donc, vous allez avoir vu les tests qu'on peut faire pour la dysphagie. Puis c'est des petits tests qui sont relativement simples. Là. Faire tirer la langue pour voir si ils sont capables de sortir la langue de façon symétrique là, quand elle sort de la bouche. Leur faire dire A pour voir si le palais mou et la luette sont centrales, puis sont capables de se soulever de façon symétrique. Faire grossir les joues comme ça. Ça aussi, ça démontrerait une parésie ou une paralysie partielle du visage. Le test de gag, en tout cas, vous les avez toutes vus, là, celui où on met la main sur la gorge, puis on leur demande d'avaler pour voir si la gorge monte et descend de façon symétrique. Donc, tout ça, c'est des tests que vous allez avoir vus en laboratoire qui peuvent facilement être faits chez votre patient pour que vous puissiez voir est-ce que mon patient il souffre de dysphagie ou il semble souffrir de dysphagie, mais qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air aussi un patient qui souffre de dysphagie? C'est un patient qui va s'alimenter de façon très, très lente. Surtout quelqu'un qui s'est déjà étouffé, qui a peur de s'étouffer, va s'alimenter de façon, va mastiquer longtemps sa nourriture, longtemps, pour être bien sûr qu'il va être capable de l'avaler. Et souvent, ils vont avoir de la nourriture qui reste dans la bouche. Surtout s'ils souffrent de parésie sur un côté ou sur l'autre, on va avoir tendance à trouver de la nourriture dans la joue. Ça, c'est un gros signe que notre patient fait de la dysphagie. Il mange, puis il y a de la nourriture qui sort par le nez, là, posez-vous pas trop de questions, là. Ça, c'est un gros signe de dysphagie. La même chose si on a un écoulement de salive ou de nourriture à l'extérieur de la bouche. Si le patient n'est pas en mesure d'avaler qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche, puis que ça s'écoule le long de la commissure de la bouche, c'est clair que ce patient-là a de la difficulté à avaler et probablement souffre de dysphagie. Euh, la, la, la mastication et la déglutition répétée, un patient qui mastique longtemps, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui avale à répétition la même bouchée. Alors, qui avale et qui avale et qui avale, il ne s'est pas mis de la nouvelle nourriture dans la bouche, c'est un signe là, qu'il se passe quelque chose. Tout répéter, un patient qui il s'étouffe pas nécessairement là, qu'on est obligé de faire le Heimlich, mais qui à tout bout de champ pendant le repas parce que ça a passé dans le mauvais trou, c'est pas bon. Et si pendant le repas la voix change, on va avoir une voix rauque, ou on appelle ça une voix mouillée. C'est un gros signe de dysphagie. Puis si c'est quelque chose que vous voyez puis qui n'est pas connu chez votre patient, c'est vraiment important de le faire évaluer par les personnes qui sont aptes à faire l'évaluation complète de la dysphagie. La plupart du temps, c'est la nutritionniste, l'ergothérapeute, l'orthophoniste. Ça s'ajoute tout le temps autour de ces trois-là. Alors, comment qu'on fait une évaluation nutritionnelle complète? Puis est-ce que vous allez avoir à faire une évaluation nutritionnelle complète? Probablement pas, mais vous êtes en mesure de détecter certains signes qui vont vous dire peut-être que cette personne-là aurait besoin d'une
une évaluation nutritionnelle si ça n'a pas été fait encore. Parce que c'est sûr qu'en milieu hospitalier, l'évaluation nutritionnelle, la plupart du temps, c'est la nutritionniste qui fait ça. Mais la nutritionniste, là, elle ne peut pas voir tous les patients qui sont à l'hôpital. Elle a besoin que l'infirmier ou l'infirmière soit en mesure de détecter qu'il y a des problèmes, puis qu'elle soit appelée à ce moment-là pour faire l'évaluation qui est plus complète. Dans le fond, là, l'examen alimentaire, c'est un peu elle qui va faire ça, mais vous seriez en mesure de poser assez de questions pour pouvoir établir qu'il y a un problème, qu'il y a une problématique qui a besoin d'avoir un suivi. On va voir aussi l'examen physique. Est-ce que ça a l'air un patient qui souffre de dénutrition? Certaines mesures anthropométriques, il y en a qui sont relativement faciles à avoir. Puis, ceux qui vont vous intéresser le plus en tant qu'infirmier, infirmière, ça va être les examens paracliniques, puis les examens de dépistage. Je vous dis pas que les autres vont pas vous intéresser, je vous dis juste que c'est ceux-là qui vont être le plus intéressants pour vous. Alors, quand on fait une histoire alimentaire, puis ça, c'est souvent la nutritionniste qui va faire ça, on veut une étude complète. Donc, on va aller voir le dossier, on va étudier tous les antécédents médicaux, où est-ce que cette personne-là vient, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur son alimentation, certains antécédents, j'en ai parlé tout à l'heure, des maladies inflammatoires, le Parkinson, un AVC, des maladies respiratoires pourraient avoir un impact. Puis, dans le dossier, combien cette personne-là pesait quand elle est arrivée, de où est-ce qu'elle habitait avant. Dans les données, je vais dire là, ils appellent ça des données subjectives parce que c'est le patient qui vous donne l'information, mais des données qui sont facilement quantifiables quand même. Un journal alimentaire. Un journal alimentaire, la nutritionniste, quand elle fait faire ça, la plupart du temps, elle va demander l'évaluation sur 3 jours. Elle va demander pendant 3 jours, on va inscrire dans un journal tout ce que la personne a mangé, puis on essaye que dans ces 3 jours-là, il y ait une journée de fin de semaine parce que la fin de semaine, notre alimentation est un peu différente. Peut-être pas à l'hôpital, mais à la maison, c'est un peu différent. Donc, ça va nous donner une idée de qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation de ce patient-là, puis est-ce que c'est adéquat ou inadéquat? Est-ce qu'on pourrait rajouter juste certains trucs puis faire que l'alimentation devienne adéquate? Je donne tout le temps le même exemple, là. Le patient qui dit, surtout une personne âgée qui vous dit, moi je mange pour déjeuner une rôtie avec du beurre, puis je bois un thé, puis sur l'heure du dîner, c'est rare que je mange. Souvent, je me fais un thé avec une petite soupe Lipton, puis pour souper, je mange une autre toast avec un thé encore. C'est clairement, t'as pas besoin d'être nutritionniste pour savoir que c'est pas assez manger ça. Mais il y a des petits ajouts qu'on peut faire à ce que cette personne-là mange déjà pour que ça soit amélioré. Le matin, si on rajoute un demi-œuf à la coque, on fait cuire des œufs durs, puis on mange un demi-œuf. C'est pas beaucoup un demi-œuf pour quelqu'un qui n'a pas faim le matin, mais juste ça, ça contient assez de protéines pour dire que le déjeuner est plus adéquat que juste une toast avec un thé. On pourrait mettre du beurre d'arachide sur la rôtie. C'est pas grand-chose, mais ça rajoute des aliments ou un soutien alimentaire qui va faire que la rôtie du matin va être plus adéquate. Fait qu'on va leur faire rajouter des petits aliments pour que l'alimentation qu'ils ont déjà soit plus adéquate. Ensuite de ça, le rappel alimentaire, ça c'est plus quand on est à l'hôpital ou quand ils arrivent à l'hôpital, la première évaluation, on va leur demander, dites-moi ce que vous avez mangé hier. On a déjà des doutes que cette personne-là est peut-être dénutrie. On va leur demander, qu'est-ce que vous avez mangé hier pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Déjà là, ça va nous donner une idée de est-ce que cette personne-là, à la maison, s'alimentait de façon adéquate. Dans les données objectives, plus objectives, il va y avoir des outils d'évaluation, puis on l'a vu dans le deuxième cours, le MNA ou le DNA, qui quelques petites questions rapides, là, 6 et 15, je pense. Le abrégé, c'est 6, puis il me semble que le long, c'est 15. Quelques petites questions qui vont déjà nous donner une idée. C'est un outil objectif qui vont nous donner une idée de oui, mon patient est à risque de dénutrition ou pas du tout. Ensuite de ça, si on fait un examen clinique de notre patient, qu'est-ce qu'il y a de l'air, notre patient, quand on le regarde? Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut voir qui vont nous dire « ce patient-là a probablement des problèmes de nutrition ».
Puis là, on va les couvrir, je les ai séparés en quatre parties, mais on va les regarder un par un. Alors, l'aspect général, mon patient, il arrive là, puis il est maigre de même, là. Moi, j'appelle ça raide maigre, là. Et, le mot scientifique, c'est cachexie. Mais, tu sais, la peau et les os, ben, ça prend pas la tête à Papineau pour se dire, hé, mon patient est probablement dénutri, là. La peau, est-ce qu'elle elle est normale? Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est pâle? Une peau pâle, ça serait un signe d'anémie. Ça pourrait être un signe d'anémie. Une peau sèche, ça pourrait être un signe d'un patient qui est déshydraté. Puis la déshydratation va faire partie de la dénutrition parce que un patient déshydraté est souvent un patient plus faible. Un patient qui a de l'œdème, c'est un patient qui consomme trop de sel, donc peut-être qu'il consomme des aliments qui sont inadéquats. Est-ce qu'il a des plaies, puis ces plaies-là ne guérissent pas? Ça voudrait-tu dire que mon patient est en manque de protéines? Ben oui, tout ça, c'est des trucs qu'on peut facilement voir. Les muscles. Les muscles de nos patients, c'est sûr qu'un patient âgé, on ne s'attend pas à ce qu'un patient âgé soit tonne puis vraiment, vraiment musclé, mais quand même, on s'attend à un minimum de masse musculaire. Alors, un patient qui n'a aucune masse musculaire, c'est soit un patient qui est très, très immobile ou un patient qui est peu alimenté et qui probablement a une grosse déficience en protéines. Puis on va voir que la déficience en protéines, ça a un impact sur plein de choses. On a dit que ça a un impact sur les plaies, mais ça va avoir un impact sur l'énergie, ça va avoir un impact sur la force musculaire, donc ça va avoir un impact sur l'équilibre, ça va avoir un impact sur beaucoup de choses. Là, ici, je n'irai pas le voir parce que j'ai tout le temps peur que je ne serai pas capable de déposer mes capsules sur YouTube. Mais ce vidéo-là, là, ici, là, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Parce que la dame là-dedans, c'est une dame qui s'entraîne. Elle s'entraîne quand même à tous les jours. Puis écoute, c'est tout qu'un entraînement. Là, vous allez voir. Là, moi, je ne fais pas ça, puis je m'entraîne pas mal. Puis c'est un vidéo qui est en anglais, par contre. Mais ce qu'elle dit au début, c'est je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais relativement vieille, puis je voulais être sûre d'être capable de rester chez moi toute ma vie, d'aller aux toilettes toute seule, même quand j'aurais 90 ans. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner. Puis il faut commencer à penser comme ça, que les personnes âgées, on ne devrait pas d'emblée nécessairement se retrouver dans un CHSLD en perte d'autonomie. Si les personnes prennent soin de leur santé tôt dans leur vie et continuent à faire ça même quand ils sont plus âgés, là c'est pour ça que j'ai mis la photo de la madame ici, parce que je la trouvais vraiment cute, ben c'est des gens qui vont pouvoir rester autonomes, puis ils vont pouvoir habiter dans leur maison le plus longtemps possible. Alors, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'aller voir ce film-là. Ce petit vidéo-là, c'est pas long. Ensuite de ça, si on regarde les cheveux, c'est sûr que les cheveux d'une personne âgée, c'est supposé être grisonnant et tout, mais c'est pas supposé, c'est supposé être sain, là, comme dans cette photo-là. Une personne, c'est pas parce que tu es vieux que t'es pas supposé d'avoir des cheveux sains. C'est sûr que l'homme souvent va perdre beaucoup de cheveux, mais il reste que les cheveux qu'on a devraient être sains. Et un cheveu qui est comme un peu laineux, moi que je dirais, qui est friable, qui semble sec, c'est souvent, encore là, une déficience en protéines et en zinc. Donc, c'est facile à voir, là. L'examen des yeux, les paupières qui sont inflammées puis infectées comme ça peut être un signe soit que le patient fait des allergies ou qu'il y a un problème inflammatoire, puis on le sait que les problèmes inflammatoires, ça a un impact sur l'alimentation. Une conjonctive ou une paupière qui serait très pâle, dans ce cas-ci, elle est rouge, mais qui serait très pâle, ça pourrait être un signe d'anémie, manque de fer. Blépharite, c'est ça ici, là, qu'est-ce qui est infecté ou inflammé. Ça pourrait être un signe de maladie inflammatoire. Là, ici, il va falloir que je bouge ma caméra. Ici, on voit la tache de Bibo. Là, on voit la tache de Bibo. Ça, c'est un signe de manque de vitamine A. C'est pas tant grave, la tache de Bibo comme telle, mais il reste que c'est une carence en vitamine A. Puis c'est relativement facile à voir. Là, je vais arrêter mon vidéo parce que j'arrive au bout de mon 15 minutes, puis on va recommencer un peu plus tard.